Sous les sables de Luxor, les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon. Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité. Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère, faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Ammon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient cette naissance divine, Ammon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne, incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume. En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures.
Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale. Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le 19e siècle, l'héritage de Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple d'Hatshepsut, le Djeser-Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Amon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice. Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône. Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps. Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire. Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé, et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret. Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornèrent la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute. Vous creusez dans la célèbre nécropole de Saqqara en Égypte, qui fut un cimetière pour pharaons hyper prestigieux, quand soudain, vous découvrez une immense porte rose derrière laquelle se trouve quelque chose dont personne ne connaissait même l'existence. Derrière cette énorme porte en pierre, qui n'était pas censée être ouverte, soit dit en passant, vous venez de tomber sur une tombe oubliée de la royauté égyptienne. Bien, chers amateurs d'histoire, il va falloir vous accrocher, car des archéologues viennent de réaliser quelque chose tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones. Voyageons donc jusqu'à Saqqara, l'un des sites les plus mystérieux et riches en trésors de l'Égypte ancienne.
La vedette du spectacle, un prince dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, le prince Ouserefre, fils du roi Ouserkaf. Personne de bien important, hein? Juste le fondateur de la 5e dynastie d'Égypte. Rien de bien sérieux. Mais la manière dont sa tombe a été découverte... Tout a commencé avec cette porte massive, faite de granit rose, rien de moins. Mais il ne s'agit pas simplement d'une dalle de pierre ordinaire, elle mesure environ 4 mètres de haut et plus d'1 mètre de large. Une girafe pourrait facilement la franchir sans se cogner la tête. Cette porte est également plus lourde que le SUV de votre voisin. Mais il y a un rebondissement, ce n'était pas une vraie porte. C'était une fausse porte. Un symbole destiné à permettre à l'esprit du défunt de passer du monde des vivants à l'au-delà. C'est là que notre histoire devrait prendre fin. Après tout, les fausses portes sont courantes dans les tombes. Mais celle-ci était vraiment spéciale. Vous voyez, les fausses portes étaient généralement fabriquées en calcaire, une roche assez commune et répandue un peu partout en Égypte. Pour en construire une en granit rouge ou rose, il fallait transporter ces roches depuis une carrière située à 650 km de là. Et vous vous doutez bien que le voyage n'était pas bon marché. Selon les égyptologues, c'est la première fois qu'une fausse porte de cette taille et de ce matériau est découverte en Égypte, ce qui en fait une pièce d'architecture totalement unique. Outre son coût extrêmement élevé, elle cachait également une surprise. Lorsque les chercheurs ont approfondi leurs investigations, ils ont réalisé que cette fausse porte dissimulait en réalité une véritable entrée. Et où conduisait-elle? À une tombe cachée remplie de statues, de reliques et de secrets vieux de plus de 4000 ans. La tombe appartenait au prince Ouserefre, mais vous pouvez aussi l'appeler Oussar Efra ou Wazer Efra. Bien qu'il ait été complètement effacé de l'histoire, ce gars n'était pas un noble quelconque. Les hiéroglyphes sur la porte en granit rose le désignent comme prince héréditaire, gouverneur de Bouto et de Nekeb, scribe royal, vizir, juge et prêtre lecteur. Ouf, un peu comme la version égyptienne de Daenerys Targaryen. Ces inscriptions non seulement identifient ses rôles politiques et religieux, mais suggèrent également qu'il détenait un pouvoir significatif en Basse et en Haute-Égypte, ces deux régions reliées directement par ses titres. Un titre en particulier, prêtre de Sokar, le lie à la divinité de la nécropole, c'est la tête de faucon. Ce dieu était à la fois le patron des vivants et le dieu des morts. Je suppose donc que ce prince oublié était plutôt important. Sa tombe, après tout, fut placée dans un endroit super chic à Saqqara. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que le prince Ouserefre n'apparaît pas dans les listes officielles ni dans les arbres généalogiques royaux, ce qui nous amène à nous demander s'il est décédé avant de pouvoir accéder au trône, ou si son héritage a été délibérément effacé lors d'un des innombrables drames politiques qui secouaient régulièrement l'Égypte ancienne. Certains érudits croient aujourd'hui que sa disparition serait liée à des luttes de pouvoir religieuses ou politiques datant du début de la 5e dynastie, à l'époque où son père Ouserkaf travaillait à remanier la religion du pays. Et en parlant de son père, le roi Ouserkaf fut un véritable pionnier. Il ne fut pas seulement le fondateur de la veuille dynastie, il a aussi provoqué une véritable révolution religieuse, en élevant le dieu soleil Ra au-dessus de divinités plus anciennes. En effet, Ouserkaf a construit le tout premier temple solaire à Abouzir, suscitant une réelle obsession dynastique pour ce culte. Après la fin du bref mais révolutionnaire règne d'Ouserkaf, d'autres pharaons sont entrés en scène. Saouré, Néferirkare, Niuserre-Ini. En gros, le boys band de la 5e dynastie. Et ces gars-là étaient focalisés sur deux choses, construire des pyramides et faire de l'argent. Ils ne se contentèrent pas d'empiler des pierres. Ils étendaient l'influence de l'Égypte, ouvraient des routes commerciales vers des terres lointaines, et pavaient leurs temples d'or et de splendeur à n'en plus finir. Dans les tombes, c'était encore plus cool. Il y avait une magnifique table d'offrandes en granit rouge, couverte d'inscriptions décrivant les aliments rituels, une sorte de menu éternel pour l'au-delà, car ils croyaient que les défunts pouvaient, comme par magie, se restaurer de ces aliments. Mais en fait, c'étaient les prêtres funéraires et leurs familles qui mangeaient tous ces mets. On a également découvert des fragments de poterie, des amulettes et des murs peints. Mais les véritables vedettes, là-dedans, c'étaient les statues. Et là, les choses deviennent assez étranges, mais dans le bon sens. Les chercheurs ont découvert des statues du roi Djeser, celui qui a construit la première pyramide d'Égypte, de sa femme et de leurs 10 filles, à l'intérieur de la tombe du prince Ouserefre. Mais Djeser a vécu plusieurs siècles avant Ouserkaf.
Alors que faisaient-ils ces statues ici? Eh bien les scientifiques n'en savent rien. Ces statues furent construites pendant le règne du roi Djeser lui-même, et appartenaient probablement à cette première pyramide jamais construite. Les experts pensent qu'elles furent déplacées pendant la 26e dynastie, des milliers d'années après Djeser, peut-être pour les protéger de la destruction, ou peut-être parce qu'elles étaient encore vénérées. En gros, les anciens Égyptiens étaient des accumulateurs, mais d'une manière élégante. Les scientifiques savent également de façon certaine que certaines gravures et statues retrouvées dans cette tombe ne furent réalisées que bien plus tard, ce qui signifie que le site fut probablement transformé en une espèce d'entrepôt pour objets de luxe, ou peut-être s'agit-il simplement d'une forme de décoration intérieure très ancienne. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas tout. Il y avait une autre entrée en granit rose du côté est du tombeau, avec des inscriptions liées au roi Néferir-Karé, un autre pharaon de la 5e dynastie qui a également essayé de construire sa propre pyramide, mais a échoué. Et près de cette deuxième entrée, les archéologues ont découvert quelque chose de jamais vu auparavant à Saqqara. Un ensemble de 13 statues en granit rose, toutes assises en rang sur un banc à dossier, comme si elles étaient dans la salle d'attente du fisc de l'au-delà. Certaines avaient la tête surélevée et représentaient probablement les épouses du prince, tandis que d'autres n'avaient plus de tête du tout. Une statue en granit noir fut trouvée à l'envers. Peut-être est-elle tombée à un moment ou à un autre au cours de tous ces longs siècles silencieux. Selon les archéologues, la position et la forme des têtes suggèrent que ces statues suivaient une hiérarchie sociale stricte, avec les figures centrales représentant probablement des individus de statut plus élevé. Les statues sans tête pourraient indiquer un travail inachevé ou des actes de vandalisme. Et à propos de statues en granit noir, on en a trouvé une autre à l'intérieur de la tombe. En se basant sur sa forme et ses inscriptions, il semble qu'elle ait été placée là au cours de la 26e dynastie, à l'époque où furent déplacées ces autres statues, celles de Djeser. Cela suggère que la tombe n'était pas abandonnée. Elle a été réutilisée, adaptée, et peut-être même vénérée par les générations suivantes. D'ailleurs, le granit noir fut associé à Osiris, le dieu des enfers, pendant la période tardive. Ce qui signifie que la présence de cette statue est un indice que la tombe est devenue un espace rituel bien après la mort du prince. Tout cela, des portes en granit géantes, des statues surprenantes, des tombeaux réutilisés, constitue une découverte absolument passionnante. Le prince Ouserefre n'est peut-être pas encore un nom connu, mais son tombeau est désormais l'un des plus fascinants jamais découverts à Saqqara. Il témoigne non seulement de ce qu'était l'ancien empire, mais aussi du fait que les anciens Égyptiens restaient en contact avec leur passé, même des milliers d'années plus tard. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi cacher un tombeau derrière une porte factice? Pourquoi le remplir de statues de différentes époques? Et qui était exactement le prince Ouserefre? C'est le genre de mystère qui pousse les archéologues à creuser et qui nous fascine. En fin de compte, cette découverte ne concerne pas seulement un tombeau, elle concerne tout ce qui repose encore sous les sables d'Égypte. Au fur et à mesure que nous faisons de nouvelles découvertes, nous réalisons que l'histoire ancienne ne disparaît jamais, elle sommeille simplement, derrière d'immenses portes de granit rose. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité,
L'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II
joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils Thoutmôsis III du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques. L'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant, Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? Il y a plusieurs milliers d'années, bien avant les grues, les moteurs et l'électricité, les anciens Égyptiens ont accompli l'une des plus grandes prouesses architecturales jamais réalisées, la construction des pyramides. Ces énormes blocs de pierre, dont certains pèsent autant qu'un Range Rover, perchés à plus de 60 mètres de hauteur, paraissaient si irréels que beaucoup ont même cru que des extraterrestres avaient participé au chantier. Mais de nouvelles recherches montrent que le secret se trouvait bel et bien ici même sur Terre. Les Égyptiens ont très probablement utilisé un immense ascenseur à eau pour déplacer ces lourdes pierres lors de la construction de leur toute première pyramide, la pyramide à degrés de Djéser. La première question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Où ont-ils trouvé de telles quantités d'eau pour mener à bien cette entreprise au milieu du désert? Certaines études disent qu'il y a des milliers d'années, il pleuvait bien plus régulièrement sur le désert du Sahara qu'aujourd'hui. Ainsi, le paysage devait ressembler à une savane, et non à un désert, et il est donc possible qu'il y ait eu suffisamment d'eau pour un appareil de levage hydraulique primitif. Les chercheurs ont découvert de profonds puits verticaux à l'intérieur de la première pyramide en pierre. Pour cela, ils ont utilisé un modèle informatique pour examiner les parties intérieures de la pyramide, ainsi que les tunnels souterrains présents sur le site. L'équipe a également utilisé des images satellites de haute résolution de la zone, afin d'obtenir une estimation des précipitations à l'époque dont nous parlons. Les résultats indiquent que les Égyptiens plaçaient donc un bloc de pierre massif au sommet d'une plateforme en bois flottante, un peu comme un radeau, puis remplissaient lentement le puits. Et l'eau, en montant, soulevait la plateforme et la pierre vers le haut, un peu comme un mont de charge. Ce processus ingénieux porte le nom de levage hydraulique, et il est très similaire au fonctionnement de certaines de nos machines modernes. À l'époque où les Égyptiens utilisèrent ce procédé, ce qui est encore incertain, ils le faisaient avec des outils très rudimentaires, mais une compréhension extrêmement avancée de la mécanique des fluides. Il leur fallait contrôler soigneusement la quantité d'eau ajoutée dans chaque puits pour soulever progressivement les blocs et s'arrêter au niveau souhaité afin de pouvoir poser les pierres au bon endroit. Les scientifiques veulent maintenant savoir s'il s'agissait là du premier grand système de ce genre,
ou si quelqu'un en avait déjà fait usage avant les Égyptiens. Mais tous les archéologues ne sont pas entièrement d'accord avec ces hypothèses. Certains avancent qu'il n'existe pas de preuves directes, ni écrits, ni schémas datant de l'époque en question, qui indiqueraient que les Égyptiens ont effectivement utilisé un système de levage hydraulique. Qu'ils aient ou non employé cette méthode, une chose reste sûre. Les personnes qui ont construit la pyramide à degrés étaient des génies. Ils savaient déplacer d'énormes pierres jusqu'au sommet d'une construction, et ce avec une précision incroyable, et ils ont utilisé des techniques qui continuent d'impressionner les scientifiques d'aujourd'hui. À l'ouest de la pyramide, les archéologues ont découvert les traces d'un ancien lac ou bassin artificiel. Ils pensent que les Égyptiens auraient créé ce lac temporaire et utilisé des canaux afin d'acheminer l'eau vers la pyramide. La pyramide elle-même aurait même été entourée d'une douve permettant de diriger l'eau vers ses puits verticaux. Il y a même une énorme structure en pierre à proximité. On pense qu'il s'agissait d'une espèce de barrage. L'eau y était stockée, et on en faisait passer exactement les quantités dont on avait besoin. En fait, les scientifiques ont découvert que 31 pyramides ont probablement été construites le long d'une ancienne branche perdue du Nil. Elle est maintenant cachée sous le désert et les terres agricoles. Pendant de nombreuses années, les archéologues se sont dit que les anciens Égyptiens devaient avoir utilisé une voie navigable à proximité pour transporter des matériaux, des équipements, des personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à récemment, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie navigable par rapport au site des monuments. Ils ont étudié des images satellites radars, des cartes historiques, des relevés géophysiques et des carottages de sédiments pour cartographier la branche du fleuve. Les scientifiques croient aujourd'hui qu'une immense sécheresse et des tempêtes de sable l'ont enseveli il y a des milliers d'années. Ils ont réussi à traverser la surface de sable et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. L'équipe a même trouvé des rivières cachées, ainsi que des structures anciennes dans le voisinage de la plupart des pyramides. La découverte de cette branche du fleuve pourrait nous dire pourquoi il y a tant de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est maintenant une zone inhospitalière du désert du Sahara. Et comme si ce n'était pas assez impressionnant, la région semble avoir été dotée d'une sorte de système de filtration des eaux. Il semble qu'il reposait sur une série de compartiments en pierre qui ressemblent étonnamment à nos usines modernes de traitement des eaux. Ainsi, les Égyptiens ne se contentaient apparemment pas de remplir leurs puits. Ils utilisaient une eau qu'ils avaient traitée et purifiée au préalable. Ils voulaient s'assurer qu'elle était propre et coulerait en quantité suffisante pour ne pas endommager la pyramide ou inonder la région. Bien, le transport de l'eau est une question complexe, mais même des choses beaucoup plus simples en apparence, comme le nombre de côtés que possède la grande pyramide de Gizeh, peuvent encore nous surprendre. Ce n'est pas 4, comme vous pourriez logiquement le croire, ce n'est même pas 5 ou 3, mais 8. En 1926, un pilote britannique a survolé la pyramide et pris des photos, confirmant officiellement cette découverte. Depuis les hauteurs, il a remarqué que chacune des 4 faces de la pyramide était légèrement enfoncée au milieu, de haut en bas. Ces légères courbures vers l'intérieur divisent chaque face en 2 moitiés, transformant la pyramide en quelque chose qui ressemble davantage à un octogone. Ce renfoncement est très subtil, il est invisible au niveau du sol, mais depuis les airs, il saute aux yeux. C'est peut-être cette forme étrange qui a permis à la pyramide de se maintenir pendant plus de 4500 ans. Cette caractéristique si particulière, associée à une base extrêmement solide, pourrait avoir aidé la pyramide à résister à toutes sortes de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les fortes pluies et la pression constante due à son énorme poids. La pyramide a probablement dû faire face à plus de 500 tempêtes violentes au cours de son existence. Et les couches de pierre inclinées se seraient renforcées avec le temps, grâce à ce prodige architectural, un peu comme une vis qui se resserre quand on la tourne. Si la pyramide avait été construite avec des couches de pierre totalement plates, elle aurait peut-être fini par se désintégrer. Aux dernières nouvelles, il pourrait y avoir une immense ville ancienne cachée profondément sous les pyramides. 2 scientifiques ont annoncé qu'ils avaient utilisé une nouvelle méthode pour lire les données issues d'une technologie portant le nom de radar à synthèse d'ouverture. C'est un peu comme une radiographie, mais pour le sol, et les satellites l'utilisent normalement pour regarder sous la surface de la Terre. Donc, nos 2 scientifiques affirment qu'avec cette technologie, ils ont réussi à repérer des structures gigantesques situées à plus d'1,5 km sous terre, directement au-dessous de la pyramide de Khéphren à Gizeh. Les scientifiques ont trouvé 8 puits profonds entourés de chemins en spirale, menant tous à 2 énormes chambres cubiques, chacune mesurant presque 91 mètres de large.
Il y a 5 autres structures au-dessus des puits, toutes reliées par des tunnels. Tout cela pourrait faire partie d'une ville souterraine préhistorique ou même d'une ancienne centrale électrique. L'idée n'est pas nouvelle. Jadis, l'historien grec Hérodote parlait déjà de chambres cachées sous les pyramides. Au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, des rumeurs similaires ont refait surface. Puis, au XXe siècle, un médium américain a affirmé qu'il y avait une chambre des archives, enterrée sous Gizeh. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent cette hypothèse sont de véritables scientifiques. Ils détiennent des doctorats et prétendent même avoir inventé une toute nouvelle méthode de scan. Pourtant, de nombreux experts restent sceptiques quant à cette découverte. Personne n'a encore officiellement testé cette nouvelle technologie sur laquelle ils disent s'appuyer. Ils basent leur reconstruction sur des suppositions et non sur des preuves tangibles. Et surtout, leurs affirmations ne correspondent pas à ce que les archéologues savent déjà de cette zone grâce aux fouilles réelles. Donc, tant qu'il n'y aura pas de preuves solides et confirmées scientifiquement, l'idée d'une ville perdue sous les pyramides restera simplement un beau rêve. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales ? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet ? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne ? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des pauses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout.
Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Les Égyptiens maîtrisaient l'art de faire tenir des édifices majestueux,
grâce à leur génie en ingénierie et en construction. Ils ont érigé de vastes salles et des sanctuaires intérieurs qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Et certains de leurs temples servaient également d'observatoires astronomiques. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée
c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degré de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degré de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degré de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour,
et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression.
Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait été enveloppée dans un lin de raffiné et placée dans un cercueil richement décoré. Les scans ont révélé que ce dernier comportait une fente à l'arrière, utilisée par les embaumeurs pour ajuster le corps, ainsi que des détails artistiques, tels que des marques indiquant la position de ses genoux. Son enterrement semblait comparable, en termes de sophistication, à la conception d'une voiture haut de gamme. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles?
Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Khéphren, hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer ? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Khéphren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air.
l'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période,
Ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré.
Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composé d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes. Les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elle représentait les rayons du soleil. Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze, qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi. Vous aimez les bananes autant que moi ? La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça ? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe.
Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif, un peu plus grand qu'un pot de peinture, sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement. Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton et l'a présenté à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée Lazy Bone. Ça veut dire gros paresseux. La Lazy Bone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas. C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas? Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers.